Par une froide journée de l'hiver 1882, le SS Nova Scotian accostait au port de St. John's. Il avait à son bord Armine Nutting, une jeune femme de 21 ans qui avait laissé son domicile au Québec pour devenir directrice d'une des écoles de la ville. Seule et déjà envahie par le mal du pays, elle s'est aventurée dans les rues peu familières jusqu'à sa nouvelle pension. Sans le pressentir à ce moment, Armine allait un jour révolutionner le paysage social et politique de son pays adoptif. Armine Nutting est née le 6 novembre 1861 à Waterloo, au Québec. Elle n'était pas d'une famille aisée. Son père était alcoolique et sa mère, Harriet, soutenait le foyer en faisant de la couture et des chapeaux et en acceptant toutes les petites tâches qu'elle pouvait trouver. Résolue à donner une vie meilleure à ses enfants, elle croyait dans la valeur essentielle de l'éducation. Elle a travaillé dur pour offrir des tuteurs privés à sa fille et l'exemple de ses sacrifices, des longues heures qu'elle avait consacrées à des tâches ingrates et sous-payées, a eu un impact profond sur Armine et inspiré son combat à venir pour les droits des femmes. Excellente élève, Armine a été reçue à l'école normale de l'Université McGill en vue d'une carrière dans l'enseignement. En 1882, Armine a posé sa candidature et a été embauchée au poste de directrice de l'école de filles de l'Église anglicane de St. John's. Elle a plié bagage et laissé derrière elle tout ce qu'elle avait jamais connu. St. John's était loin d'être aussi prospère et sophistiqué que la ville qu'elle quittait, mais Armine a vite trouvé une compensation dans l'accueil de ses habitants. Malgré l'éloignement, le climat rigoureux et les conditions de vie souvent difficiles de St. John's, j'ai trouvé derrière la sévérité de cette côte rocheuse une vie communautaire animée, fascinante et chaleureuse. En particulier, le regard d'Armine avait été captivé par une personne, Gilbert Gosling, qui louait une chambre dans la même maison de pension. Un an plus tôt, Gilbert avait quitté les Bermudes pour prendre un poste à St. John's auprès de Harvey & Company, une entreprise de commerce de la morue salée. Tous deux jeunes et solitaires dans une ville peu familière, ils partageaient aussi la passion de la défense des droits des femmes. En 1886, ils ont soutenu une initiative visant à permettre la tenue d'excursions de camping mixtes dans la colonie. Mais ce projet s'est attiré tellement de critiques qu'il a dû être abandonné. Armine et Gilbert ne se sont pas laissés abattre par ce revers, déterminés à poursuivre leur rêve d'un monde meilleur. J'étais surprise, vu que j'avais fait du camping au Canada l'été précédent, mais Gilbert m'a rappelé qu'il n'y avait que quelques années que les femmes pouvaient patiner à Terre-Neuve, même que la première à le faire, à St. John's, avait été accusée de violer les convenances. La société était certainement en retard sur son temps, mais qui pourrait lui jeter la première pierre? N'avons-nous pas lu dans les journaux que la première fois qu'un homme a ouvert un parapluie à Philadelphie, il a été appréhendé? Le couple s'est marié en 1888 et, comme l'imposait la Convention à l'époque, Armine a quitté son emploi pour se consacrer à des œuvres de charité. Elle a aussi commencé à s'occuper de sa famille, donnant naissance à 6 enfants, dont 2 allaient mourir avant la fin de leur première année. Peut-être en raison de ses expériences de mère, elle s'est mise à militer pour la santé maternelle et la protection de l'enfance. En 1897, elle a fait du bénévolat auprès de la mission Cowan en vue de la construction d'une nouvelle aile pour les femmes et les enfants à l'hôpital général. Ce projet ambitieux a initié Armine au rudiment des affaires et de la politique. En compagnie d'autres bénévoles, elle a organisé des levées de fonds, négocié des subventions auprès du gouvernement, géré un budget substantiel et supervisé les travaux de construction. En plus d'illustrer les immenses efforts que les femmes devaient déployer pour améliorer la société, le bénévolat d'Armine a aussi montré à quel point leur contribution était sous-évaluée. Elle s'en est rendue compte en 1904,
après avoir récolté, avec d'autres femmes, quelques 150 000 $ dans le cadre d'une importante campagne de levée de fonds pour la cathédrale anglicane. Il m'arrive de philosopher sur la position des femmes dans ces affaires et de m'interroger sur la bonne volonté dont les femmes font preuve en soutenant avec une telle loyauté une institution qui nous encourage à nous dépenser et accepte volontiers tout l'argent que nous arrivons à gagner, mais qui refuse de nous consulter quand vient le temps de le dépenser et nous laisse dans le noir absolu vis-à-vis de la formulation de ces politiques. L'année suivante, durant un voyage en Angleterre où elle conduisait sa fille à un pensionnat, ses convictions ont été renforcées par sa rencontre avec la suffragette Lavinia Dock. Alors que la presse ternevienne ne voyait dans les suffragettes que des fauteuses de troubles, Armin a observé un point de vue fort différent outre-mer, qui a renforcé son attrait pour ce mouvement. À cette époque, Armin et Gilbert s'étaient bien adaptés à Terre-Neuve. Gilbert avait la sécurité d'emploi et obtenait des promotions. Occupant une position sociale enviable, le couple a pu embaucher une cuisinière et une bonne, ce qui a laissé à Armin plus de temps pour se consacrer à d'autres intérêts. Elle était parvenue à une étape de sa vie où elle pouvait se permettre, tant financièrement que socialement, d'exprimer publiquement ses opinions. En 1908, elle a fait publier un texte mémorable dans le courrier des lecteurs du Daily News de St. John's. Aucun pays où une classe entière de la société est gouvernée sans représentation ne peut se targuer d'être libre. Mais il est encourageant de réaliser que l'issue de notre lutte, qu'elle soit de courte ou de longue durée, ne peut jamais laisser de doute. Le mouvement des suffragettes ne saurait être vaincu parce qu'il est en harmonie avec toutes les forces progressistes de l'humanité. Cette lettre constituait la première déclaration publique d'appui au droit de vote des femmes par une Terre-Neuvienne depuis une tentative manquée à cet effet durant les années 1890. Armin allait consacrer les 17 années suivantes de sa vie à cette cause. D'autres femmes se sont jointes à elle, notamment Frances McNeill et Myra Campbell. Les journaux locaux se sont mis à parler de plus en plus du mouvement, qui faisait l'objet de discussions dans les clubs et les sociétés. Mais un problème subsistait. Les femmes restaient tenues à l'écart des débats. Cette impasse est devenue évidente en 1909, lorsque Myra Campbell et quelques autres femmes sont allées dans un club pour hommes assister à une réunion d'opposants au droit de vote universel. Quand les femmes ont contesté les arguments de l'orateur, elles ont été chassées des lieux. Au lieu de se décourager, Armin Gosling a décidé de former un club pour les femmes. En décembre 1909, la Ladies' Reading Room ouvrait ses portes au centre-ville de St. John's. Dans cette enceinte, les femmes lisaient des journaux et des magazines internationaux, discutaient des affaires courantes et pouvaient peaufiner leur talent d'oratrice. En 1912, Armin Gosling a prononcé à la Reading Room un discours mémorable sur le droit de vote pour les femmes. Nos adversaires, pour la plupart, n'ont rien de plus convaincant comme argument que les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes, étant alors convaincus d'avoir remporté la partie. Dans un sens, ils ont raison, mais pas de la façon qu'ils le croient. C'est justement parce que les hommes sont des hommes, totalement différents des femmes, qu'ils sont incapables de légiférer de façon satisfaisante pour les deux sexes. Le discours d'Armin a soulevé tant d'éloges qu'il a été publié et vendu à 10 cents la copie. Elle était devenue la chef de file intellectuelle du mouvement des suffragettes. Mais au moment où la campagne gagnait du terrain, le monde est entré en guerre. Le mouvement suffragiste est entré en veilleuse, tandis que les femmes répondaient à l'appel de la patrie. Certaines, comme la fille d'Armin, sont allées servir outre-mer comme chauffeuses d'ambulance ou infirmières. D'autres sont restées au pays pour se joindre à la Women's Patriotic Association, WPA, levant des fonds considérables pour soutenir l'effort de guerre de Terre-Neuve. En peu de temps, un vaste réseau de 250 sections de la WPA couvrait toute l'île.
les femmes étaient plus connectées et mieux coordonnées que jamais auparavant. Armin Gosling agissait comme secrétaire de la WPA. Elle comprit qu'une fois la guerre terminée, le réseau de la WPA pourrait élargir le mouvement des suffragettes au-delà de St. John's. Après l'armistice de 1918, Armin a pris la direction d'un mouvement revigoré. En 1920, elle a été du nombre des membres fondatrices de la Women's Franchise League de Terre-Neuve. Les suffragettes envoyaient des lettres au gouvernement, sollicitaient domiciles et entreprises et publiaient des articles dans les journaux locaux. Tirant parti du réseau de la WPA, elles ont aussi fait circuler dans l'île une pétition qui a recueilli 20 000 signatures. La Ligue a obtenu son premier succès en 1921, lorsque les femmes ont obtenu le droit de voter aux élections municipales de St. John's. Ce terrain avait été déblayé en partie par l'époux d'Armin, Gilbert, qui avait été élu maire de St. John's en 1916. Un an plus tôt, il faisait partie d'une commission qui avait recommandé l'octroi aux femmes du droit de voter aux élections municipales. Comme toujours, Gilbert appuyait sans réserve les opinions et le travail acharné d'Armin. Mais la plus grande victoire est survenue en mars 1925, lorsque le gouvernement de Terre-Neuve a adopté à l'unanimité un projet de loi sur le droit de vote qui allait être entériné le mois suivant. Mais Armin Gosling n'a pu célébrer cette victoire avec ses compagnes de lutte. Elle était aux Bermudes avec Gilbert, dont l'état de santé s'était détérioré au point où il ne pouvait plus supporter les hivers terreneuviens. Sur l'avis de son médecin, le couple passait les hivers et les printemps aux Bermudes, où ils allaient s'installer pour de bon en 1927. L'état de santé de Gilbert a continué de s'aggraver et il est décédé en 1930. Je suis fière d'avoir été son épouse. Il y a toujours eu entre nous une amitié assez extraordinaire, une camaraderie qui a persisté et a grandi durant notre vie commune. Quand j'y repense, il me semble qu'il y a eu quelque chose d'idéal dans l'entente parfaite qui nous unissait. Armin est revenue à Terre-Neuve pour une dernière visite en 1934. Elle a fait don à la ville de St. John's de la vaste collection de livres qu'elle et Gilbert avaient accumulés. La bibliothèque Gosling Memorial aura été la première bibliothèque publique gratuite à Terre-Neuve et la dernière offrande d'Armin à ce pays qu'elle avait tant aimé. Armin Nutting Gosling est décédée aux Bermudes le 15 décembre 1942. Elle avait 81 ans.